Au commencement, il y avait le marécage. Puis il y eut les moustiques. Puis il y eut les grenouilles. Et quelque part dans une réunion qui n'aurait probablement dû n'être qu'un email, quelqu'un a décidé de transformer ça en un jeu de société. Un jeu qui promet de l'aventure, de la stratégie, de la magie, et qui réussit surtout l'exploit de me faire regarder une règle de 8 pages comme si c'était un contrat d'assurance habitation. Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer ce merveilleux marécage mystérieux, ces mécaniques étonnantes, ces choix de design fascinants et cette sensation persistante que quelque chose s'est très mal passé entre l'idée originale et le produit final. Alors, attrapez vos bottes, votre répulsif à insectes et idéalement un autre jeu de société au cas où. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Feya Swamp, un jeu de pose d'ouvriers principalement, qu'on avait repéré à Essen et bon, on s'est cassé le nez, on va y revenir. Un jeu de Helge Ostentag et Anselm Ostentag, deux frères je crois. Un peu de contexte Oui, on a fait des parties à 3 et à 4 joueurs. On a fait la première partie en mode symétrique, et puis toutes les autres parties avec les plateaux joueurs, les plateaux de faction asymétriques. On a joué beaucoup de combinaisons, de différents, toutes les cartes objectifs, vraiment tout y est passé pour essayer d'avoir le spectre le plus large. On avait lu la règle bien avant Essen, on était très emballés, on avait fait une preview qui avait été repérée par les éditeurs, et on s'est cassé le nez sur le salon, parce que tout avait été vendu avant même l'ouverture du salon. Bah tant pis pour nous, ça nous apprendra à vouloir être des consommateurs comme les autres. Tant pis. Parlons un peu de la règle quand même. Oui, alors pour une fois on a joué avec une version française, puisqu'on s'est procuré le jeu finalement à sa sortie, là il y a peut-être maintenant 2 semaines. Alors, la règle, elle va être simple à lire. Bon, pour les joueurs qui ont déjà un petit background avec les autres jeux de l'auteur, du type Terra Mystica, Projet Gaia Co., vous allez avoir des repères tout de suite qui vont vous sauter aux yeux, donc vous allez parcourir la règle, vous allez peut-être même parfois faire l'erreur que nous on avait, c'est-à-dire on la survole tellement vite, tellement on anticipe ce qui va se passer que parfois on peut avoir oublié quelques petits points de règle. Mais voilà, dans sa structure, elle se lit quand même super bien. Après, moi, je trouve qu'elle est quand même problématique parce qu'au final, pendant les premières parties, il y a quand même pas mal de questions qui se sont posées. Voilà, sur des placements de bateaux, sur des tuiles, est-ce qu'on avait le droit de faire tel coup et tel coup. Bon, dans la règle, ils expliquent bien ce que vous n'avez pas le droit de faire, mais il n'empêche, avec différents objectifs et différentes factions, parfois on se retrouve avec des cas un peu particuliers. Moi, ce qui m'a un peu fait râler quand même, c'était les cases de temple qui sont sur le bord du plateau. Voilà, c'est des cases un peu particulières parce que c'est des cases qui sont moitié eau, moitié jungle. Et il s'est passé beaucoup de questions sur ces tuiles-là. Est-ce qu'on avait le droit de les traverser juste comme ça? Est-ce qu'on pouvait construire depuis la case du temple vers l'extérieur? Bref, beaucoup de choses. Et ça, c'était pas si bien précisé dans la règle parce que les 3 exemples qui montent ne montrent pas tous ces cas particuliers, très clairement. Et l'auteur, finalement, a donné des réponses à plusieurs de ces questions. Et en effet, on avait le droit de traverser ces cases-là si on pouvait le faire, et même de construire depuis ces cases-là. Voilà. Donc nous, on a pu rectifier le tir par la suite, mais au début, c'était pas du tout clair, et finalement, ça a été répondu sur le forum de Board Game Geek, voilà, en mars ou en avril. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. L'autre chose, c'est que il y a des points de règle qui sont un peu mis à des endroits particuliers. Nous, il y en a un qui nous a suivis, qui du coup nous a provoqué des erreurs sur les premières parties. C'est le fait de pouvoir débloquer son bateau. Nous, finalement, quand on débloquait le bateau, on se permettait, entre guillemets, de pouvoir l'utiliser tout de suite dans la foulée de l'action. Or, en réalité, il faut attendre le tour d'après. Ce point de règle-là n'est pas dans le paragraphe de navigation. En fait, il faut aller sur la 4e de couverture et il est expliqué au niveau de l'iconographie. Ils se sont dit là, je ne sais pas pourquoi, ils se sont dit on va mettre un point de règle à ce niveau-là, et il est là. Et en effet, nous, quand on s'est rendu compte de notre erreur, on est allé voir et c'était bien marqué. Et pour moi, cette iconographie, j'avais aucune raison d'aller jeter un œil parce que les icônes, elles étaient limpides. Vraiment, il n'y avait aucun moyen de se dire pourquoi je serais allé voir un point de règle ici. Voilà. Donc, c'est pas parfait. Ça demandait un peu plus de précision. Bon, c'est pas, il n'y a pas eu mort d'homme sur aucun. On a joué avec les mêmes règles la plupart du temps et ça n'a pas cassé le jeu complètement. Donc, ça allait. À votre tour, c'est simple. Soit vous placez un ouvrier pour déplacer votre bateau et pêcher, construire ou délivrer du poisson, soit choper des torches qui vont vous ramener quelques points,
soit vous n'allez pas déplacer votre bateau pour faire une fête aux poissons, placer un totem, augmenter votre voile, et à chaque tour, vous bénéficiez d'un leader. Chaque tour, chaque grand tour, on va dire, vous bénéficiez d'un leader qui vous donnera une puissance de développement, un coût de construction supplémentaire, ainsi qu'un pouvoir pour le tour en cours. C'est simple, hein, vraiment, ça s'explique en 15 minutes, montre en main. Parlons un peu du matos. Ouais, le matériel, ben, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup les dessins, j'aime bien comment les animaux ont été faits, j'adore ces petits meeples bien dessinés, chacun à sa faction, avec des grenouilles, des crocodiles, voilà. J'aime bien les ressources, ils ont fait des petites boules de mana. Nous on les appelait le bubble gum pendant pendant la partie parce qu'elles ont un petit toucher sympathique. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt bien. Ils ont fourni une aide de jeu. L'aide de jeu est plutôt exhaustive. Bon, elle résume assez rapidement, donc faut faire attention, il faut quand même avoir bien les règles derrière, mais dans l'ensemble, elle met quand même tout ce qu'il faut. Donc, pour un nouveau joueur qui arrive, il peut lire quasiment l'aide de jeu, ça lui suffit. La mise en place, je l'ai trouvée relativement simple. Moi, dès la deuxième partie, je n'ai pas eu besoin de retourner à la règle. Il y a tous les emplacements des cartes où il faut les mettre, les cartes objectives, les jetons, il y a une colonne pour mettre les jetons. Bref, tout semble assez propre. Finalement, il faut juste se rappeler à chaque fois qu'on prend 3 poissons au départ. Et voilà. Et ça, ils auraient presque pu rapporter aussi sur le plateau. Bref. Franchement, plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que finalement, vous voyez, la boîte, elle est toute petite. Ils ont fait une boîte petite. Le matériel n'est pas délirant de place. Vos plateaux joueurs ne vont pas prendre de la place pour rien. Le plateau de jeu est tout à fait OK. Donc, moi, j'aime bien. Petit bémol, c'est les cartes objectifs. Les cartes objectifs, elles ont une iconographie qui, en effet, quand vous regardez l'iconographie et que vous réfléchissez, vous la comprenez et vous la lisez proprement, mais elle n'est pas très intuitive. Même quand on la connaît, hein, les joueurs expérimentés voient au loin et ils se disent ok, bon là c'est la majorité sur les grandes tuiles, enfin sur les grandes îles, ah non là c'est les minorités sur les petites, enfin bref, c'est un peu les inverses à chaque fois et en fait elles vous viennent pas naturellement, elles demandent un peu de réflexion, donc parce que peut-être que l'icono aurait peut-être un peu simplifié ou plus clair, mais bon voilà, vraiment je chipote. Pour moi, c'est au bout de 3 parties, vous allez voir, vous les connaîtrez par cœur. Je suis en grande partie d'accord avec toi, je vais faire quelques compléments. Il y a quelques rappels à mes yeux qui sont pas faits sur le plateau, qui sont faits sur une petite tête de jeu à côté. C'est dommage, ça aurait pu être écrit d'une manière synthétique quelque part, que le totem donne plus 3 points quand on fait une fête au poisson, qui donne plus 1 sou quand on vient vendre du poisson, où est-ce qu'il y a le totem. Ça, c'est juste rappelé sur une aide de jeu, donc gardez-la, elle est précieuse. Je suis vraiment en phase avec tout ce que tu as dit, c'est plutôt OK. J'ai un énorme reproche à lui faire, c'est sur les cases de poissons, et les poissons en général, comme ils sont dessinés. Ils ont tous la même forme. Je trouve ça vraiment dommage. Sur le plateau en tant que tel, il n'y a que la couleur qui les différencie. Les daltoniens apprécieront. Et aussi, quand on vient placer un bateau sur l'un de ces poissons, eh bien, on le cache. On a plutôt tendance à mettre notre jeton au milieu, notre pion au milieu, et ce qui vient cacher la couleur. On aurait voulu peut-être que il y ait un dessin légèrement différent, un halo, des bancs de poissons, quelque chose qui fasse que ça différencie les différentes zones de pêche pour que, un daltonien puisse mieux comprendre, mieux voir ce qui puisse se passer. Pourtant, ils ont fait l'effort sur la forme des meeples, et c'est très bienvenu. Et ils auraient pu aussi faire que les choses ne se cachent pas. Bon, vous allez me dire que je chipote, je trouve pas tant que ça, parce que ça exclut une partie du public, c'est un peu dommage. Bon, on va un petit peu dessiner sur le plateau, et ça sera réglé. Moi, je voudrais tout de suite enchaîner sur les sensations. Alors, forcément, ça rappelle Terra Mystica, Projet Gaia, Terra Nova, Age of Innovation, et j'en passe, mais non, c'est pas tout à fait le même jeu. En termes de difficulté, il est entre Terra Nova et Terra Mystica, peut-être plus proche de Terra Nova, on est vraiment sur quelque chose d'assez intermédiaire, qu'on peut prendre en main assez facilement. Il y a une énorme différence avec tous les autres. Tous ceux que j'ai cités, et qu'on va sans doute reciter plus loin dans la vidéo, c'est assez statique. On a une question de portée. Là, on va se déplacer. Nos bateaux vont faire que l'on bouge sur ce plateau, et ça amène une dimension qui est vraiment différente, une dimension supplémentaire face à l'harmonie des mécaniques qu'on connaît avec les 4 précédents qu'on a cités. Donc on est en terrain connu, donc il va bien entendu y avoir de la tension face aux ressources qui sont souvent rares, pas tout le temps, il y a des fois on va avoir une profusion et on s'en donne à cœur joie, il va y avoir des dilemmes entre les 4 pistes de développement, parce que oui, ces constructions que l'on fait sont des pistes de développement qui vont nous ramener des ouvriers supplémentaires, des bateaux supplémentaires, des ressources, une facilité de ressources, et on voit bien, après quelques parties, qu'il y a
deux stratégies de revenus qui vont presque s'opposer. On va avoir d'un côté poisson-vente, d'aller pêcher et d'aller les vendre pour se faire de la ressource, et puis de l'autre, on a une piste, en bout de piste, qui nous donne un revenu de 20 pièces. Donc, il faut choisir entre les deux, mais ça suffira pas. Il faudra bien entendu prendre et comprendre les 5 objectifs publics, les 3 qu'on met sur le côté, puis les 2 qu'on marque en fin de partie. Il faut bien les intégrer. Euh, on a eu des surprises sur plusieurs parties parce qu'on les avait soit pas écoutés, soit pas compris. Dommage, on va pouvoir s'emmêler les crayons ou s'auto-bloquer parce que pourquoi pas, on va aller choper un leader qui va nous faire peu nous déplacer, ce qui fait qu'on va sans doute s'enrayer pour aller chercher un objectif où on va se contredire vis-à-vis du marquage de score à la fin de la partie. Il y a des opportunités, bien sûr. Je suis sûr que tous les autres joueurs vont convenir avec moi qu'il y a des symbioses à créer avec les objectifs publics et certaines actions qu'on va mener. Ça peut être très très sympa avec un leader qu'on vient choper à son tour. Et la dernière chose que je voudrais aborder avec ces sensations, c'est que j'avais, avec un camarade de jeu, l'impression qu'une stratégie unique se dessinait. Bah, il n'en est strictement rien, mais alors rien du tout. Il faut avoir quand même l'humilité de se dire que des intuitions nous induisent en erreur avec un jugement sans doute un peu trop facile. Une partie ne donne absolument pas toute la saveur de Feyas Swarm, 2 parties non plus. Je crois qu'on s'est rendu compte des possibilités qui étaient un peu plus larges seulement au bout de la 3e, voire de la 4e pour certains joueurs. Alors moi, de mon côté, tu l'as dit, hein, on est sur un jeu qui a une filiation. Alors en fait, c'est pas tellement une filiation, parce que finalement, c'était le jeu qui a inspiré le reste, puisque c'était leur premier jeu, je crois. Et donc, en effet, il y avait déjà toutes ces sensations des jeux qu'ils ont fait précédemment. Donc, en effet, vous allez vous retrouver en terrain connu. On se retrouve avec ces fameuses histoires de tuiles et de territoires qui ne peuvent pas se rejoindre et qui ne peuvent pas se toucher. Vous avez ces cartes guides qui ressemblent aux tuiles bonus dans les autres jeux, c'est-à-dire qui vous donnent un revenu que vous devez rendre à la fin du tour, qui ont des pouvoirs de revenus, des pouvoirs au moment où vous passez. Donc, tout ça, c'est très similaire. Vous avez aussi cette notion quand même de se coller les uns aux autres, qu'il y a un intérêt à se coller aux adversaires, parce que voilà, ça sera toujours plus simple de vendre du poisson à plusieurs personnes en même temps que de s'éparpiller à droite à gauche. Donc vraiment, tout ça, on est dans une sensation qui, quand vous avez déjà joué au jeu de ces auteurs, vous êtes en terrain connu, vous nagez dans une eau, vous êtes en train de vous dire mais je connais cette sensation, je suis dans un endroit, mais à la fois, il est quand même assez différent. En effet, je trouve que ce rythme et ce plateau qui évolue, ça amène quand même une vraie dynamique qui était un peu différente chez les autres, qui était un peu plus lent, qui demandait un développement, certes, et qui n'avait pas vraiment de coup de boost. Là, ça va vite, les tours passent vite, et finalement, faut bien choisir ce qu'on fait. Et donc, j'aime bien, parce qu'il a quand même gardé ces importances d'ordre du tour, qui sont primordiales dans tous leurs jeux. Là aussi, l'ordre du tour, c'est vraiment le moment presque où vous réfléchissez le plus de choisir la nouvelle carte pour avoir la bonne initiative au tour suivant. Et c'est plaisant. Et j'ai l'impression aussi quand même qu'il provoque moins d'analyse paralysis chez les joueurs, parce que au final, si vous n'avez pas de poisson, vous n'allez pas pouvoir en vendre. S'il n'y a pas de poisson sur les tuiles, vous n'allez pas faire de fête. En fait, c'est que le choix de vos actions, il va se limiter à 2 ou 3 à des moments. Il y a des moments, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de machin, vous allez faire forcément autre chose. Donc par élimination, vous voyez bien que vous allez avoir un choix, certes important, mais relativement restreint, donc ça ne va pas durer 3 plombes. Et moi, j'ai trouvé que toutes les parties étaient quand même relativement dynamiques de ce point de vue. Pas de poisson, pas de revenus, pas de revenus, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'est ça. C'est ça ? Ouais. Très bien. Parlons un peu d'interaction. Elle est présente tout au long, c'est vraiment chouette. Une place, une course à l'objectif, un placement précis pour soit choper des poissons. Et puis il y a cette dépense de poissons, on se dit, ah chouette, je vais me faire plein d'argent, mais sauf que vous les mettez sur les tuiles de vos adversaires et ils vont forcément marquer des points, soit pendant la partie, soit à la fin de la partie, à coup sûr. Donc certes, vous faites un revenu, mais vous générez des points pour les autres. C'est tellement bienvenu, c'est tellement bien pensé. On retrouve encore ce côté de je me colle à toi, t'as un petit bonus parce que je me développe à côté de toi, donc les jetons de pouvoir dans tous les autres, mais j'en tire un avantage. Enfin bref, c'est du donnant-donnant, c'est très 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 bienvenu. J'enchaîne tout de suite avec qui y jouer. C'est un jeu intermédiaire un peu velu. Sa difficulté, on l'a déjà dit, c'est pile entre la version enfant, on va dire, qu'est Terra Nova et le Terra Mystica. Projet Gaia et Edge of Innovation sont largement au-dessus en termes de difficulté, de complexité surtout, mais il a l'avantage de se jouer en 1h30, 2h grand maximum, où est-ce que les grands frères vont demander peut-être 3-4 heures, et encore, ça peut être plus des fois si on a des joueurs un peu lents. Il s'adresse donc pas du tout
aux joueurs qui sont fans de Projet Gaïa. Alors eux, ils vont s'ennuyer profondément. Faut surtout pas leur proposer. Ils vont dire qu'ils ont fait le tour en une partie et demie. Pourtant, la réflexion, elle est là. Il y a des coups qui sont magiques, des petits combos qui sont possibles, qui sont agréables. Et tu l'as dit, le jeu, il est rythmé avec une réflexion qui est possible entre deux tours. Et puis des contraintes qui vont se dessiner. Donc on sait quelle action on va faire subtilement. Ça va vraiment éviter la sensation de temps mort. C'est top. Ouais. Moi, je trouve que l'interaction, elle est vraiment très chouette. Bon, tu en as parlé sur la partie poisson, évidemment, cet échange de je te donne des poissons, je récupère des sous, je te donne des points de victoire. Là, évidemment, c'est dingue. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même vraiment tout ce qui se passe sur le plateau, quoi. Ce plateau, il bouge, et quand vous allez construire vos îles au fil de l'eau, vous pouvez faire vraiment des coups très méchants aux adversaires. C'est-à-dire que vous pouvez fermer le passage juste derrière eux et devoir se retrouver à devoir faire tout le tour d'une île pour pouvoir revenir sur le centre du plateau. D'ailleurs, tous les bords de plateau sont assez dangereux parce qu'on peut se retrouver dans un sens unique, dans une impasse qui peut être très longue à se sortir de là. On peut bloquer l'accès aux poissons à des îles en les enfermant complètement et en les entourant. Et à ce moment-là, la personne n'a plus accès à 2 points de victoire, en fait, grosso modo. Donc, vraiment, on peut faire beaucoup de choses et vous allez voir au fil des constructions que vous allez voir que parfois de déplacer sa construction d'un emplacement, ça peut bloquer beaucoup de choses autour et c'est pas rare de voir que vous réfléchissez à votre tour de jeu, vous relevez la tête et là vous dites mais qui c'est qui a bloqué le chemin là, et là vous vous retrouvez à vous dire mon Dieu, mais moi je voulais aller ici et maintenant il va falloir que je fasse tout le tour, et du coup vous êtes vraiment embêté. Et je trouve que le meilleur point généralement qu'on dit, hein, c'est quand ça râle autour de la table, c'est que forcément il y a eu une dose d'interaction, et là elle y est, je trouve. Maintenant, sur à qui ça s'adresse, en effet c'est quand même un jeu qui pour moi, je trouve qu'il est assez taillé pour des prix éventuels. Je me dis, il est vraiment, les 90 minutes sont tenues, ça peut même être un tout petit peu moins. Je trouve qu'il est vraiment dans cette durée, un peu peut-être Druids of Edora, un petit peu plus. Voilà, on est dans de l'expert, mais quand même un chouï moins. Donc les gens qui veulent des jeux qui jouent vite, voilà, mais pas absent de réflexion, pour moi, ça va très bien marcher, parce qu'au final, ça reste juste une pause d'ouvrier. Et il n'y a que 2 ressources à gérer, donc vous imaginez bien qu'on n'est pas dans un truc où on transforme du bois en je sais pas quoi et du je sais pas quoi en diamant, quoi. On n'est pas du tout dans ce niveau-là, donc il a cette accessibilité, tu l'as dit, il peut s'expliquer en 15 minutes. Donc finalement, il ouvre les portes à beaucoup de gens, et moi je trouve que c'est un bon point, ça. Est-ce que tu y rejoues? Alors oui, mais alors moi, ça va être un peu particulier. Donc évidemment, nous on a joué à 3 et à 4, on peut pas vous dire à 2, je crois qu'on n'a même pas regardé l'autre côté du plateau, donc on peut pas dire à quel point c'est tendu de l'autre côté. À 3, ça fonctionne très bien, je trouve. Il y a déjà une certaine tension. À 4, là, pour moi, c'est vraiment parfait parce que la guerre va être vraiment très brutale. Par contre, je conseillerais d'y jouer plutôt en symétrique. En fait, en ayant testé les différentes versions asymétriques, moi, je me suis quand même rendu compte qu'il y a des objectifs qui sont quand même, du coup, plus faciles quand vous avez certaines factions. Vous avez un objectif, par exemple, qui demande de débloquer les 2 premiers ouvriers. Bon, bah, s'il y a le crocodile autour de la table, ce qui se passera à 4, le crocodile, il va littéralement faire cet objectif manche 1. C'est-à-dire, vous avez quasiment aucune chance d'aller le chercher. Ces 2 premiers ouvriers sont vraiment très proches. Il va faire 2 actions de construction, une construction et demie, et ça va être débloqué. On a même eu des cas où on a eu parfois les 2 objectifs plutôt poissons, c'est-à-dire réaliser une vente de poissons et une pêche. Ben ça, la grenouille va le faire très facilement parce qu'elle va libérer les asticots et elle peut quasiment faire les 2 objectifs l'un derrière l'autre. Elle va pêcher 7 poissons et elle va les vendre derrière, elle va se faire 30 et ça va être réglé. Alors, c'est pas forcément un gros déséquilibre parce qu'en réalité, il va y avoir 4-5 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc après, c'est qui va prendre le deuxième et la troisième place, et vous allez forcément vous rattraper ailleurs. Mais ça, c'est un petit peu dommage parce que vraiment, ça casse. Dès que je vois l'objectif arriver, je fais j'ai le bon plateau. Bon, bah c'est bon. Je me dis c'est bon, j'ai 15 points, je vais les prendre. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Voilà. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis, il y a certains objectifs que j'ai pas trouvé terribles. On parlait notamment des tuiles de construction à mettre près des temples. Alors celle-là, on peut littéralement poser des tuiles près du temple dès le setup du jeu. On n'a pas compris, il y a deux îles qui sont très proches de temples. Littéralement, il y en a un, il vient, hop, je prends 5 points. Le deuxième arrive, moi je prends la deuxième place et je prends 5 points aussi. Et il n'y a plus de place pour les autres. Et littéralement, elles ont déjà été, un tiers a été distribué au moment du setup. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, au-delà de ça, moi j'y rejoue sans aucun souci. Bah, j'y rejoue aussi avec plaisir. Ça va dépendre des joueurs autour de la table. Quelqu'un qui veut quelque chose d'intermédiaire, un peu plus. En effet, je suis assez d'accord avec toi. On est proche des Dora. C'est agréable. Cependant, moi, personnellement, je sortirais plus facilement
Age of Innovation. J'enchaîne avec la note où je lui donnerai une barbe joliment fournie. C'est bien, c'est très bien, c'est une variation qui est agréable, plus accessible. Moi, j'ai peur que ça se renouvelle pas tant que ça sur la longueur parce que ça manque un peu de variation entre les factions. C'est un peu dommage. Peut-être qu'une faction ou deux supplémentaires dans la boîte, ou une petite extension qui vient ajouter quelque chose, un petit piment, et qui fait qu'on ait un mix de quatre factions un peu différentes à chaque partie, ça serait tellement plus agréable, ça serait peut-être des expériences plus surprenantes. En tout cas, les auteurs ont de magnifiques idées, ils l'ont prouvé. Euh, une simple comparaison, Age of Innovation va proposer 4000 combinaisons de départ, et encore plus avec l'extension qui est prévue, qui vont encore multiplier tout ça, alors que là, il y en a 4 dans Projet Gaïa, on va avoir 20-25 peut-être factions différentes, je dis peut-être une bêtise, excusez-moi, je me rappelle pas de toutes. Et là, il n'y en a que 4, je trouve ça un peu réducteur. Il y a peut-être des variations à apporter pour renouveler un peu le jeu. Mm. Ouais, de mon côté, c'est un peu compliqué parce que, voilà, je pourrais presque lui donner 2 notes en réalité. Comme j'ai dit, euh, si j'y joue en symétrique, voilà, avec des gens qui maîtrisent bien les règles aussi, qu'on n'oublie pas, comme tu as dit, parfois les petites pièces avec le totem, etc., que parfois on va tellement vite, on oublie ces petits bonus à droite à gauche, bah, ça pourrait être une barbe fleurie parce que vraiment, dans ces cas-là, tout le monde part avec la même configuration, les objectifs sont là, personne n'a des avantages sur personne. Là, c'est vraiment votre stratégie lors du tour qui va tout décider. Après, si on y joue en asymétrique et avec tous les petits défauts que j'ai dit, bah, on est plus sur une barbe bien taillée parce que là, en effet, vous êtes un peu en autopilote. Et c'est un des points qui me dérange le plus. Toi, tu l'as dit, en effet, il y a 2 stratégies qui se détachent, la stratégie revenu et la stratégie pêche-vente, on va dire. Mais bon, moi, je trouve quand même que la stratégie revenu, c'est la meilleure parce que, en fait, c'est pas tellement qu'elle est gagnante à coup sûr, c'est que juste, elle va vous enlever une charge mentale de vous dire, j'ai pas besoin de m'emmerder, quoi. Les poissons sont pas au bon endroit ce tour-ci, tant pis, je pêche pas, puisqu'au début de mon tour suivant, j'aurai 20 pièces. Et avec 20 pièces, vous pouvez faire de la construction euh, au début du tour, ce qui est généralement ce qui se passe aussi. C'est pour ça que je dis on est un peu en autopilote, parce que, en effet, on va débloquer ça. Les débuts de manche, c'est souvent quand même tous les joueurs se ruent sur la construction. À 4 joueurs, c'est vraiment tout le monde va enchaîner, parce que le moindre personne qui saute son tour va pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir peut-être construire 2 fois, ce qui serait vraiment problématique. Voilà. En plus, il y a des cartes qui permettent de se libérer un espace de construction. Il y a quelqu'un qui permet de réserver un espace, et généralement, il va réserver aussi ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez... voilà, c'est assez. Il y a de l'autopilote, mais il n'empêche que, comme je l'ai dit, ce plateau il bouge. Les chemins sont jamais les mêmes. On n'est pas comme on fait dans Age of Innovation où on connaît les endroits durs de la map, on sait les endroits qui sont un peu stratégiques au milieu qu'il faut contrôler. Là, la carte, elle peut devenir, mais c'est n'importe quoi. Il y a des moments, il y a des chemins, des îles qui deviennent des presqu'îles et qui font une longue ligne droite comme ça, qui coupent la map quasiment en deux. Vous vous retrouvez à devoir faire des chemins de fou en bloquant les autres, etc. Donc vraiment, finalement, même quand vous êtes en autopilote au début, c'est quand même plaisant parce qu'il y a de l'adaptation et ce jeu se renouvelle de lui-même. En effet, j'aurais préféré des factions, d'autres, j'aurais aimé un truc un peu mieux. Ce que moi je voulais, c'était le plateau salamandre. Le plateau salamandre, c'est le meilleur parce que c'est celui en gros qui fait faites votre stratégie. Donc moi je trouve qu'ils auraient dû faire ce plateau salamandre en 4. Comme ça, chacun débloque ses options et ses pistes de développement et de revenus de la façon dont il veut. Et là, je pense que ça aurait été équitable tout en ajoutant un peu de stratégie. Et là, pour moi, c'est le best jeu. Et voilà, c'était Feya Swamp, le jeu du marécage. Si vous aussi vous aimez aller vous traîner dans un marécage, dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette découverte et si vous aimez les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Cliquez, installez et on continue à jouer ensemble tranquillement.